RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. Et l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la république dans l'Est de la RDC et de la justice RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a ouvert ce mercredi à Kinshasa l'atelier du Cercle des mines du réseau national des laboratoires de l'Office congolais de contrôle, une initiative visant l'accélération de la modernisation et certification des laboratoires d'OCC pour distinguer le produit principal aux produits non connus. Révocation de la ministre provinciale en charge des Finances, Dorothée Nganiza, par le gouverneur de province du Sud Kivu. Il lui est reproché d'avoir demandé un prêt de 5 millions de dollars auprès d'une banque sans l'aval du gouvernement provincial du Sud Kivu. La journée internationale de lutte contre le terrorisme est célébrée le 11 septembre 2024. Plus de 20 000 personnes perdent leur vie par an dans le monde suite aux attaques terroristes. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire, les attaques terroristes causent entre 20 000 et 30 000 décès par an dans le monde. Le 11 septembre de chaque année, les Nations Unies font état des conséquences des menaces terroristes. La lutte contre le terrorisme constitue à ce jour une priorité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies qui tient à faire respecter le droit de l'homme. Images et commentaires. L'acte terroriste est particulièrement difficile à définir car il n'a pas de définition précise en droit international et sa caractérisation est très subjective. Un acte terroriste pour certains pourrait représenter un acte héroïque ou libérateur pour d'autres. D'après le dictionnaire Larousse, le terrorisme correspond à l'ensemble des actes de violence comme des attentats ou de prise d'otages commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement ou pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. En France, par exemple, on connaît principalement du terrorisme d'extrême droite, du terrorisme d'extrême gauche et du terrorisme
islamistes, ainsi que des actes terroristes liés à des mouvements indépendantistes, notamment en Corse et en Nouvelle-Calédonie. Les pays les plus affectés par le terrorisme sont le Burkina Faso avec 5149 cas, l'Afghanistan 4742, la Somalie 3923, le Mali 3094, le Nigeria 2966, la Syrie 2785, le Pakistan 2003, le Niger 1805 pour ne citer que cela. La lutte contre le terrorisme ne doit pas cependant restreindre ou porter atteinte aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et aux principes du droit international. La lutte contre le terrorisme ne doit pas priver les peuples opprimés ou subissant l'occupation étrangère d'exercer leurs droits inaliénables à l'autodétermination. Ce mercredi marque les 23 ans des attentats du 11 septembre où l'Amérique a subi 4 attaques perpétrées par les membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda avec pour commanditaire Oussama Ben Laden. Ces attentats qui ont donc rayé de la carte les 2 gratte-ciel du World Trade Center de New York a plongé le monde dans l'effroi et ont fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Triste souvenir pour les États-Unis d'Amérique. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, va déposer dans les prochains jours à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024, le projet de loi rectificatif exercice 2024. C'est ce qui ressort de l'audience à lui accorder le mardi 10 septembre par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, la veille de la rentrée parlementaire prévue pour le 16 septembre prochain. Ainsi, la première ministre a rassuré Vital Kamerhe du dépôt dans le délai du projet de loi des finances 2025. Suivez Judith Suminwa. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Et vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, ça, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi. Non, dire que les travaux n'ont commencé que depuis un mois n'est pas exact. Nous sommes investis depuis le 12 juin et le travail a commencé parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'action du gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale et donc partant de là, le travail a commencé et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. Au Sud Kivu, la ministre provinciale en charge des Finances, Dorothée Nganiza, a été révoquée de ses fonctions par le gouverneur de province. Il lui est reproché d'avoir demandé un prêt de 5 millions de dollars auprès d'une banque sans l'aval du gouvernement provincial et d'avoir permis la reprise des activités à 2 sociétés minières à Fizi accusées de fautes graves. Dorothée Nganiza est relevée de ses fonctions 2 mois après l'installation du gouvernement provincial du Sud Kivu.
Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, a présidé le mardi une réunion sur la reprise des travaux du port en eau profonde de Banana. Il a été décidé dans cette réunion la reprise des travaux dès le mois d'octobre prochain. Suivez ce reportage. Pendant plus de 2 heures du temps, les vice-premiers ministres et ministres des Transports, voies des communications et des enclavements Jean-Pierre Bemba a présidé cette séance de travail de haut niveau axée sur la reprise des travaux du port en eau profonde de Banana. La réunion a connu la participation du ministre des Portefeuilles, Jean-Lucien Boussa, et les représentants d'autres ministères concernés, notamment des infrastructures, de la défense, de l'économie et les représentants des COPUREP ainsi que tous les intervenants impliqués dans ces projets. Il ressort de cette réunion que le chemin est balisé pour la reprise des travaux de construction dès le mois d'octobre prochain, à en croire Martin Loukoussa, directeur général de l'Office national des transports ONATRA. Nous avons vraiment avancé, je crois qu'on a même clôturé. Il va rester des formalités d'usage. Il est acté que l'IPO va commencer les travaux d'ici 1 mois. Voilà, c'est acté et le goût est donné. Ça ne peut pas tuer. Et ils ont leur port en eau profonde. Nous avons aussi les droits d'en avoir chez nous et la concurrence va créer l'émulation. Ceux qui auront des voies d'évacuation à l'intérieur de leur pays plus efficaces gagneront le marché. C'est désormais une réalité. Mais là, nous attendons de la part de nos partenaires du DPO qui vont nous envoyer le chronogramme du début de travaux. Mais ce qui est vrai, c'est que d'ici 1 mois, ils commencent. Selon Martin Loukoussa, tout est fin prêt. L'Office national des transports et ses partenaires du DPO n'a qu'à exécuter les chronogrammes des débuts des travaux. Et les travaux de marquage au sol ont débuté à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. La première route concernée, c'est l'avenue Maurice Tchikouya, anciennement appelée Boucle Gémi, groupe mobile d'intervention. Cette pause de signalisation va s'effectuer sur un réseau routier long de 35 km à travers l'ex-capitale mondiale du diamant. Ces travaux sont exécutés par la Commission nationale de prévention routière. Clarisse et Kapalaï nous en parle. Les routes de la ville d'Mbujimayi, dont la province du Kasaï oriental, peuvent désormais communiquer avec les usagers pour éviter les accidents de circulation. C'est le sens du travail que la Commission nationale de prévention routière effectue depuis le début de la semaine sur la voirie urbaine. Une route moderne après être construite et ce que nous appelons la signalisation routière. C'est l'ensemble des signes ou des signaux qui doivent afficher quel comportement pour éviter et prévenir les accidents. Ces lignes tracées sont d'une part continues et discontinues pour les véhicules et d'autre part la zone des piétons. Donc vous voyez une ligne qui a des traits, qui ont des traits. Nous appelons ça des lignes discontinues. Ça veut dire quoi? Ces lignes, nous pouvons chevaucher. Un véhicule peut monter de ce côté et aller de l'autre. Vous voyez qu'il y a une ligne qui est droite. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la ligne continue. Cette ligne, on ne peut pas chevaucher. Lorsqu'un véhicule est sur cette bande, violer la bande, en ce moment-là, on vous arrête. Prévue pour une durée de 30 jours, cette opération devra s'étendre sur un réseau routier long de 35 km à Mbujimayi. Ainsi, la CNPR veut jouer le rôle pédagogique afin de vulgariser et d'éduquer les usagers de la route sur ces marquages au sol. Nous aurons à jouer notre rôle éduqué pour que notre population puisse s'habituer avec cette signalisation routière. Du côté des usagers de la route, on s'est dit satisfait de cette opération qui permet à chacun de garder sa priorité. Ces travaux de marquage au sol sont l'avant-dernière phase de la modernisation de la voirie dans la ville de Mbujimayi avant la pose des panneaux de signalisation.
Un lancement ce mercredi 11 septembre à Kinshasa de l'atelier de formation du Cercle Mine, des laboratoires du RENAL de l'Office congolais de contrôle OCC. L'objectif de cet atelier est l'accélération de la modernisation et certification des laboratoires de l'OCC pour les produits miniers dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, dans le but de maximiser ainsi les recettes publiques. Ces assises de 3 jours, soit du 11 au 13 septembre, initiées par le ministre du Commerce extérieur, vise à outiller les agents et cadres de cette institution de l'État pour sa réorganisation fonctionnelle en vue d'une intégration d'accréditation internationale, comme nous le confirme André Ikoma et fils Ndouka. C'est devant les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku, du directeur de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga, du DGA Christelle Mwabilou, ainsi que d'autres agents et cadres de l'OCC que ce travaux ont été lancés. Dans sa prise de parole, le directeur général de l'OCC, le docteur Étienne Chimanga, a signifié le bien fondé de ces assises qui s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, avant de saluer cette initiative du ministre Julien Paluku. De son côté, le patron du commerce extérieur a indiqué que ces travaux ne doivent pas rester seulement une simple organisation, mais doivent donner des résultats concrets sur le terrain. La pertinence de l'organisation de ces ateliers, parce que ce qui est constaté à travers cette projection, c'est que l'OCC réalise des très grandes performances, des grands travaux, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'en 50 ans d'existence, nous avons 88 laboratoires, mais seulement 9 ont une accréditation internationale. Et je pense qu'il nous faut une feuille de route qui nous permette de nous dire, à l'horizon 2030, il faut qu'on ait accrédité au niveau international la moitié des laboratoires que nous avons. Une vision soutenue par le chef du laboratoire et réseau national de l'OCC, Gabi Loubiba. Nous voulons ramener nos laboratoires au niveau des accréditations. La compétence sur le plan interne, oui, mais nous pensons que sur le marché international, tous les laboratoires doivent être ramenés à l'accréditation d'ici une année. Et c'est pour cela que nous avons organisé cet atelier, pour que nous réfléchissons de la manière organisationnelle de notre manière de travailler pour que nous puissions arriver à ce résultat-là. Ouvert ce mercredi 11 septembre, ces travaux prendront fin le vendredi prochain. Les positions du pouvoir ont un rôle important à jouer dans la société. C'est dans cette optique qu'une délégation de l'ONU Femmes a rencontré la questeure adjointe de l'Assemblée nationale, Princesse Dominique Munongo, pour solliciter son apport dans la mise en place d'un cadre d'échange en vue de renforcer le leadership féminin. Les détails avec Jean-Sar Mikanda. Le premier groupe à être reçu, c'est la délégation de l'ONU Femmes qui a rencontré le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo, dans son cabinet de travail. Conduite par Madame Catherine Ondime, cette délégation de l'ONU Femmes est venue présenter une initiative qui cible essentiellement les femmes pour privilégier le leadership féminin. Elle met en place un cadre d'échange visant les femmes en position du pouvoir. Ça a été un grand plaisir de la rencontrer aujourd'hui dans le cadre d'une initiative que nous voulons mettre en place, avec son implication certainement, par le rang qu'elle a au niveau de l'Assemblée nationale en tant que rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Et ce programme, c'est un programme qui cible essentiellement les femmes qui sont en position de pouvoir en RDC, et elle est du nombre. De telle sorte qu'il y ait des activités ou des échanges autour de certaines thématiques en lien avec le leadership de la femme en RDC, et de manière spécifique le leadership des femmes en position de
pouvoir. La candidate à la présidentielle de 2023, Joël Bilé, a été elle aussi reçue par la princesse Dominique Munongo, qui a salué le courage du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale de par son leadership, la place et le rôle de la femme dans le pays était l'essentiel de leur entretien. Oui, donc il m'appartenait de venir après l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, venir présenter mes civilités à Madame l'honorable Dominique Munongo. Nos échanges ont un tout petit peu tourné sur la place et le rôle que doit jouer la femme, non pas simplement au niveau de l'Assemblée, mais dans toutes les institutions de notre pays. Joël Bilé a mis sur table quelques projets de propositions de loi qui peuvent être soumis dès la rentrée parlementaire prochaine. Ouvrons le couloir de la santé pour parler de la province du Nord Kivu qui a réceptionné un lot important des médicaments pour faire face à l'augmentation de cas de la variole du singe Mpox. Il est constitué de 254 cartons dont le kit médical et le kit de protection individuelle contre les infections. Ces dotations vont renforcer la riposte contre cette épidémie qui a déjà fait plus de 230 cas confirmés. Clarisse Koko Kiapalai. La province du Nord Kivu a déjà enregistré 234 cas confirmés de Mpox avec 0 décès depuis le début de l'épidémie. Pour pallier cette situation, un lot important de médicaments a été remis au gouverneur de province pour lutter contre l'augmentation des cas de la variole des singes. Sur le plan quantification et de 254 cartons répartis en deux types de kits de médicaments. Il y a les kits médicaux, il y a aussi les kits PCI. PCI, c'est la protection contre les infections. Donc pour les kits médicaux, c'est constitué par une variété des antibiotiques. Il y a des antibiotiques, il y a des anti-inflammatoires, il y a des antidouleurs, il y a des solutés, des perfusions, et des glycosés, des ringalactates, il y a des compresses, il y a aussi en fait des désinfectants. Comprenez que de ces côtés, c'est quand même un privilège pour la province du Nord Kivu de pouvoir bénéficier de cette dotation. C'est parce que ça va permettre une prise en charge adéquate au niveau des différentes structures, des établissements, des soins de santé. Ces médicaments seront distribués dans des zones de santé touchées par cette épidémie. Et à quelques jours du lancement de la 30e édition du championnat national d'élite l'INAFOOT qui s'appellera désormais Illico Cash Ligue 1, le montant de l'équipe championne a été dévoilé le lundi 9 septembre au cours d'une conférence de presse tripartite à l'INAFOOT FECOFA Illico Cash tenue à l'hôtel Hilton à Gombe. Le champion recevra une somme de 150 000 $ américains, une édition pas comme les autres avec au total 11 principales annonces. Suivez le reportage de Passion Bangou et Yannick Bila. C'est à quelques jours du démarrage de la 30e édition du championnat national 2024-2025 que la Raobank via son produit Illico Cash et la l'INAFOOT ont tenu un point de presse lundi 9 septembre dans la salle Majesté 1 de l'hôtel Hilton à Gombe. Une édition pas comme les autres avec la hausse de 50% de la cagnotte, soit 150 000 $, une prime de tous les clubs participants à Illico Cash Ligue 1, un prix de l'homme du match dans chaque rencontre et le nouveau kit des arbitres, a expliqué le président de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mou. Et que dorénavant, ce championnat va s'appeler Illico Cash Ligue 1. La cagnotte de l'équipe championne a été relevé. Le champion recevait 100 000. Cette saison, on lui a ajouté 50 000 au-dessus. Mais tout en vous informant, pour dire que chaque club
recevra une petite quote-part. Avec cette cagnotte, nous avons décidé de pouvoir habiller les arbitres. De leur côté, Maître Christian Mayele, conseiller juridique Illico Cash, et Hugues Emmanuel Chibanda, responsable expérience client Illico Cash, ont expliqué également les modalités pour un bon accompagnement sur la traçabilité billetterie avec Illico Cash produit Rawbank. Pour parler de la billetterie, il faut noter que le seul moyen pour y parvenir, c'est déjà de télécharger l'application Illico Cash, le porte-monnaie électronique, de souscrire à cette application qui vous donne la possibilité de transacter 100% gratuitement en francs congolais. Et vous pourriez également l'utiliser pas seulement pour le football, mais aussi pour utiliser cela domestiquement chez vous, dans votre foyer, quand il s'agit de utiliser en termes de porte-monnaie électronique, réabonnement et ainsi de suite. Un partenariat qui marque un tournoi décisif pour le football congolais, désormais rebaptisé Illico Cash Ligue 1. Dans le cadre des activités de la Journée internationale de la coopération policière et du 20e anniversaire de coopération entre l'Agence japonaise de coopération internationale et la police nationale congolaise, un séminaire de judo a été organisé mardi 10 septembre au centre de judo de la police. Ce séminaire, qui a été animé par la championne olympique japonaise Misato Nakamura, permet encore de sceller les liens entre le peuple japonais et les Congolais. Reportage. Ces séminaires, inscrits dans le cadre des activités de la Journée internationale de coopération policière, a connu la participation de la judokate championne olympique japonaise Misato Nakamura. Ces séminaires qui s'est déroulé au centre du judo de la police nationale congolaise construit par l'Agence japonaise de coopération internationale a été lancé par le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé d'appui et gestion en présence des membres de la Fédération congolaise des judo. En effet, ces moments d'échange d'expériences sportives entre la judokate professionnelle japonaise et ses collègues de Léopard avaient pour objectif de rehausser les niveaux du judo en République démocratique du Congo dans l'optique de sceller encore les liens entre les peuples japonais et congolais. Dans son mot, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Jean Bosco Kalega, a relevé à l'assistance l'importance du judo dans la politique de proximité de la police avec la population. Très heureuse de s'entraîner avec la championne olympique japonaise Misato Nakamura, les judokas dames des léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas manqué de mots pour remercier l'Empire du Soleil Levant pour l'organisation de cette activité. Pour sa part, la judokate japonaise s'est dit satisfaite de partager son expérience avec les judokates congolaises. Elle pense pouvoir y revenir encore au pays pour d'autres projets. Notons que Misato Nakamura a été finaliste de la compétition mondiale du judo en 2010. Dans son parcours, elle a aussi remporté 4 médailles continentales en championnat d'Asie, médaille olympique 2008, 2016 et championne du monde 2009, 2011 et 2015. C'était là la coopération policière menée de main de maître par Misato Nakamura, judokate japonaise. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a ouvert ce mercredi à Kinshasa à l'atelier du Cercle des mines du réseau national des laboratoires de l'Office congolais de contrôle, une initiative visant l'accélération de la modernisation et certification des laboratoires d'OCC pour distinguer le produit principal au produit non connu. Révocation de la ministre provinciale en charge des finances du Sud Kivu, Dorothée Nganiza, par le gouverneur de province. Il lui est reproché d'avoir demandé un prêt de 5 millions de dollars auprès d'une banque sans l'aval du gouvernement provincial du Sud Kivu. La journée internationale de lutte contre le terrorisme est célébrée le 11 septembre 2024. Plus de 20 000 personnes perdent leur vie par an dans le monde de suite aux attaques terroristes. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,